Voilà. Bonjour, bonjour Monsieur Bonjour, Guérin. on refait une troisième interview et donc elle va concerner toujours le grimoire du jour de Saturne, mais on va parler plus précisément de la cathédrale de Rouen et de la tour de Beurre. Donc j'ai relevé déjà page 74 une petite anecdote qui me, si vous voulez vous en parler un peu plus longuement, c'est ce pliage du carnet de route, le secret du pliage. Oui. Alors effectivement, c'est un usage compagnonique. C'est-à-dire que lorsqu'un un compagnon est sur le tour, lorsqu'il part d'une ville, le principe, vous m'entendez? Oui, je vous entends là. Le principal de la Cayenne, alors qu'il porte différents noms, le premier en ville, euh, euh, va, comment dirais-je, euh, plier d'une certaine façon un document euh, que le compagnon n'aura pas le droit de déplier et qu'il ne saura pas déplier sans l'abîmer, qui est en quelque sorte, comme vous le disiez à l'instant, un carnet de route, c'est-à-dire en fait une attestation, si vous voulez, de tous les endroits où il est passé et les commentaires qui ont été faits sur l'ouvrier, c'est-à-dire s'il a bien travaillé, s'il a bien réalisé telle chose, si voilà, en fait c'est un petit peu, je cherche le nom, l'équivalent moderne de ce carnet de route, c'est un petit peu aujourd'hui on Oui, dirait c'était un peu comme le certificat de travail, par exemple, des choses comme ça. un certificat de travail, Ah, voilà. oui, voilà. Alors, simplement, il était plié d'une certaine façon que le compagnon n'avait pas le droit de déplier. Seul le responsable de la ville, enfin de la Cayenne dans laquelle il allait venir dans une ville donnée, était à même de le déplier. En fait, l'ouvrier n'avait pas le droit, en quelque sorte, de lire les commentaires qu'on faisait sur lui. Voilà, s'il travaillait bien, Ouais. s'il était très bon, moyennement bon, voilà. Et j'avais relevé aussi au niveau page 75, un détail un peu troublant, c'est que la flèche gothique en bois a été incendiée aussi en 1514. Et bien sûr, ce n'est pas sans me rappeler la flèche en bois qui a brûlé il y a 2 ans maintenant avec Notre-Dame de Paris. Avec Notre-Dame de Paris, ben oui, ben oui. Oui, absolument. Ben, c'est-à-dire que le bois est un matériau combustible, indiscutablement. Lorsqu'il y avait la foudre qui tombait sur ces flèches en bois, elle brûlait, elle s'enflammait indiscutablement. C'est pour ça d'ailleurs que ils l'ont remplacé par cette grande flèche en charpente métallique qui fait près de 140 mètres de haut. Ah ouais. Alors j'avais aussi relevé le portail nord qui était le portail des libraires et le Oui, portail sud, le portail de la Calandre. de la Est-ce que vous Calandre. pouvez nous en parler un peu plus longuement? Alors, le portail nord, portail des libraires, alors ce terme peut me surprendre, c'est un vieux mot français. Libraire ne veut pas dire, comme aujourd'hui, un commerçant qui vend des livres, mais c'est libraire dans le sens de bibliothèque. Bibliothèque. En fait, c'était le portail où on pouvait accéder à la bibliothèque des chanoines. D'ailleurs, je vous signale qu'en anglais, le mot bibliothèque se dit library, library. Oui. Donc, ils ont conservé ce terme. Voilà. Alors qu'en France, effectivement, libraire, c'est quelqu'un qui vend des livres. Voilà. C'est un commerçant qui vend des livres. Et Le oui, le portail de la portail. Calandre, alors les calendes, c'était certaines heures de Ah la oui, journée, effectivement. D'où l'expression, vous savez, c'est un vieux mot, calandre. Il y a oui, une expression un petit peu populaire, être envoyé au calandre grec, oui, oui, c'est-à-dire en tout. fait envoyé quelque part où la personne n'aura pas de réponse, quoi. Il est au calandre grec, il n'y aura jamais de retour. J'ai relevé aussi une phrase, mais bon, la prononciation, je ne sais pas si elle va être bonne. Guest, traits, moufle et mesure pour l'édifice en ce qui concernait la tour Saint-Martin
où on disait que bon, l'architecte, c'était aussi ingénieur, architecte. Est-ce que vous pouvez développer un peu Oui, cette phrase? oui, tout à fait. Alors, en fait, cette phrase, avec ces mots que vous venez d'indiquer, de vieux français, on y décèle par exemple le trait. Bon, ce qu'on appelle le trait, c'était des dessins d'architecture, mais des dessins d'architecture, euh, comment dirais-je, un petit peu particuliers, c'est-à-dire que c'était des traits de géométrie avec des indications de mesure. Euh, c'est à partir en fait, on dirait aujourd'hui la géométrie descriptive. Voilà. Oui. Hein. Les compagnons avaient le trait qui était une sorte de géométrie descriptive qui leur permettait, à partir d'un dessin, dessiné sur alors le papier n'existait peut-être pas encore, sur un parchemin. Parchemin, Euh, oui. oui, et ce parchemin, ces traits d'architecture leur donnaient des indications sur la largeur, la hauteur d'un édifice. Alors, il y a parmi les secrets des bâtisseurs, on parle souvent de secrets des bâtisseurs, il y en a un, effectivement, qui était un secret professionnel, un secret technique, qui était ce que l'on appelle passer du plan à l'élévation. Mhm. C'est-à-dire que à partir d'un dessin d'architecture sur un plan, eh bien, l'architecte ou même l'ouvrier spécialisé était capable de voir comment se présentait en hauteur le morceau d'architecture qui était représenté sur le plan. Parce Oui. qu'il y avait des signes cabalistiques qui lui indiquaient donc le moyen d'imaginer en hauteur ce qui était représenté sur le plan. Voilà. Alors ça a été très longtemps un secret qui était enseigné dans les loges opératives et ça faisait partie des serments que le compagnon ne devait absolument pas divulguer à quiconque. C'était justement le secret du passage du plan à l'élévation. Alors, il y a eu une époque, à la fin du Moyen Âge, même au début, même la Renaissance déjà bien avancée, il y a eu un certain Mathieu Rorizer qui a écrit un document qui s'appelle le traité des Pinacles. Et dans ce traité des Pinacles, de la rectiture des Pinacles, eh bien, il dévoilait en quelque sorte ce secret de passage du plan à l'élévation. Mais je dois ajouter qu'à l'époque de Rorizer, c'est-à-dire dans les années mi-16e siècle, tout le monde connaissait ce procédé. Donc, en fait, il n'était plus totalement secret. Voilà. Alors maintenant, Euh, les autres termes que vous avez indiqué, moufle, là, je n'ai pas exactement la traduction, c'est vraiment du vieux français. oui, oui. Ce que je peux vous dire, c'est que en dehors des dessins d'architecture, il faisait des maquettes en plâtre. Il faisait des maquettes en plâtre. Un tailleur d'images, par exemple, était un sculpteur qui faisait des images en plâtre, modèle réduit, bien évidemment, pour représenter dans les trois dimensions l'objet que l'on devait façonner. Voilà. Alors, on vient à la question qui, euh, qui concerne le nom, la tour de beurre. Donc, il y a une origine du nom. J'ai lu, c'est donc, je veux simplement vous laisser expliquer de façon plus précise et plus anecdotique ce nom de la tour de beurre, en fait. L'origine du nom, quoi, tour de beurre. Alors, l'origine du nom tour de beurre eh bien, vient du fait suivant, c'est que autrefois il y avait le carême, il y a toujours le carême maintenant, mais plus personne pratiquement ne le pratique. Mais au Moyen Âge, effectivement, pendant ce carême, il était interdit de manger du beurre et de boire du lait pendant cette période du carême, et a fortiori manger de la viande. Et alors, au moment de la construction de ce qui sera la tour de beurre, donc dans les années 1485, puisqu'ils ont mis à peu près 23 ans pour la construire, cette tour que vous nous avez montrée là en vue tout à l'heure, et ils ont commencé à la construire en 1485, mais
il s'est passé la chose suivante, c'est que il n'y avait plus d'argent. Le chapitre n'avait plus d'argent. La fabrique, ce qu'on appelle la fabrique, c'est-à-dire voilà la tour de beurre, la fabrique qui est chargée de la gestion financière du chantier n'avait plus d'argent du tout. Alors, quoi faire? Quoi faire, puisque c'était un projet, il fallait le réaliser, et comme tout projet, effectivement, il faut trouver des moyens, même si on n'a pas d'argent, pour le réaliser. Alors, eh bien, les religieux ont eu cette idée, qui a été d'ailleurs validée par le pape de cette époque, de permettre aux gens qui donneraient de l'argent sur leur fortune personnelle leur permettent de manger du beurre et boire du lait, et puis manger de la viande éventuellement ou du poisson pendant cette période de carême, sans avoir en quelque sorte les anathèmes de l'Église. Voilà, Oui. voilà l'origine de cette expression de la tour de beurre. Alors, en France, il y a deux cathédrales qui ont des tours de beurre. À part Rouen, il y a la tour de beurre de Bourges, la cathédrale de Bourges. Pour ceux qui connaissent la cathédrale de Bourges, la plus grande des deux, c'est une tour de beurre, voilà, qui a été faite à peu près à la même époque. Et Alors, j'avais aussi, bien évidemment, ça n'a pas fait l'unanimité parmi les croyants, bien évidemment, et beaucoup ont trouvé que c'était absolument anormal, à juste titre d'ailleurs, que sous prétexte qu'on pouvait donner de l'argent, on était absous de oui, cette interdiction de manger du beurre pendant la c'était- période du carême. c'est-à-dire les donateurs en fait qui avaient Les donateurs, voilà, le privilège de pouvoir. Et bon, dans les pages 77 à 78, on lit par contre aussi les difficultés sur le projet de construction de cette tour avec l'aspect fondation. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus pour ces difficultés à monter ce projet? Alors, les difficultés étaient les suivantes, c'est que je vous rappelle qu'elle a été construite, on a commencé en 1485 et on l'a terminée en 1508. Bon, on a mis donc près de 23 ans à la construire. Et en 23 ans, je crois qu'ils ont changé de 4 ou 5 maîtres d'œuvre différents, Oui. ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Alors pourquoi? Eh bien, parce que, en fait, si vous voulez, il y avait j'allais dire, il y avait deux clans. Le clan des architectes qui voulaient faire un travail à la perfection, comme on faisait avant, je dirais, la construction de la tour de beurre, parce que c'est tardif tout ça. Ça n'est plus, c'est la fin du Moyen Âge. Il faut bien voir qu'on est à la fin du Moyen Âge. On n'est plus à l'époque de la construction de Notre-Dame de Paris ou de Chartres. Donc, en cette fin de Moyen Âge, les architectes avaient toujours dans l'esprit de faire un travail à la perfection. Mais comme il n'y avait pas d'argent, le chapitre et la fabrique, donc l'organisme gestionnaire du chantier, étaient sans arrêt en train de dire ah mais oui mais il faut aller vite. D'abord il fallait aller vite et ensuite il fallait la terminer rapidement et ensuite il faut pas être perfectionniste parce que il y a une anecdote, je crois que je l'ai mise dans mon livre, c'est que l'un des architectes, Roland Leroux, je crois, a été mandé par les chanoines de venir les voir et ceci lui dire, eh bien, les pierres qui sont hors de portée de la vue, c'est pas la peine de les travailler de la même façon, Oui. avec la même perfection que celles qui sont au niveau du sol. Lequel Roland Leroux avait répondu, ah mais oui, mais Dieu, lui, il voit Oui, 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 du haut du ciel toutes les pierres, et donc il va en quelque sorte mal apprécier celles qui auront été mal faites. Voilà, donc il y avait ça, et puis d'autre part, il y avait une incertitude quant à la finition de cette tour, c'est-à-dire comment on allait la terminer. Soit en faisant une flèche, soit en faisant une espèce de coiffe, c'est ce qui a été fait, soit en faisant simplement une terrasse. Bon. Alors, il y avait les partisans de la flèche, effectivement, mais l'ennui, c'est que ça coûtait trop cher, il n'y avait pas d'argent, il fallait aller vite. Donc, finalement, on a pris une demi-mesure et on a fait cette espèce de coiffe, d'ailleurs, que l'on peut voir, enfin là, on ne la voit pas, mais vue du dessus, on peut voir sur le sommet de la tour de beurre. Voilà parmi les difficultés. Mais en plus,
les maîtres d'œuvre qui avaient été nommés, Roland Leroux, Pontif, Guillaume Pontif, étaient très âgés, et souvent ils étaient malades, donc il fallait qu'ils soient remplacés par un autre faisant partie de l'équipe. Et donc, effectivement, à tout cela s'est joint des problèmes personnels, des problèmes humains qui ralentissaient la construction de cette tour. Oui, d'ailleurs, il y a un extrait, page 78, où Guillaume disait parfois qu'il avait vu son projet en rêve. Un ange lui présentait un parchemin sur lequel des lignes de feu figuraient les contours de la tour, mais quand il essayait de s'approcher du parchemin, pour mieux l'observer, les lignes flamboyantes s'effaçaient au fur et à mesure qu'il s'approchait. Et l'ange lui souriait en lui disant « Guillaume, cherche et tu trouveras ». Donc ça résume bien un petit peu les difficultés qu'ils avaient de trouver la solution par rapport aux demandes et par rapport à l'argent qui manquait, quoi. Les délais aussi qu'il y avait à tenir, quoi. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, le royaume avait été ruiné par la guerre de 100 ans. Il y avait eu aussi des périodes de grandes épidémies de peste. Donc finalement, l'argent manquait, quoi. Voilà. Ça n'était plus l'époque florissante du XIIIe siècle. Oui, oui, bien sûr, les époques ont changé et puis c'était beaucoup plus difficile avec les guerres, avec l'argent, tout ça qui manquait. Donc effectivement, c'était un peu plus compliqué. Là, j'ai relevé aussi une petite expression. À la Saint-Martin, tous les ouvriers, tous les compagnons se réunissaient pour boire la Saint-Martin, je pense que c'était le 11 novembre, pour boire le vin muché, ou autrement dit le vin caché. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce fameux vin muché ou vin caché que les maçons buvaient à la Saint-Martin? Voilà. Alors, en fait, c'est un peu un mystère. On n'a pas véritablement d'explication sur ce vin muché ou maçon. Muché étant un terme qui veut dire caché, un terme normand, enfin un terme employé à l'époque en Normandie. Je crois que ça s'emploie encore, ce terme donc de caché. C'était très probablement un usage, je dirais, rituel, auquel étaient associés les maçons, mais également les religieux. Donc c'est un usage rituel qui n'était pas fait sous le nez et la barbe des religieux, mais ils y étaient associés. Et très probablement, si vous voulez, c'était une sorte de commémoration du sang du Christ. C'est-à-dire que une fois la vendange passée, ce vin de la Saint-Martin était enfermé dans une coupe, mise dans une espèce de logette, certainement dans le sol, sous le sol de la loge, et était ce qu'on appelle défouillé, c'est-à-dire retiré de terre au moment de la Pâque, au moment de Pâques. Voilà un petit peu l'explication. Alors, bien sûr, il y avait une cérémonie. On pense que la cérémonie consistait à ce que chacun boive sous la conduite du maître d'œuvre, au même verre, à la même coupe, et bien une parcelle de ce vin. Voilà. Alors, effectivement, c'est une des rares cérémonies rituelles que nous connaissons. Elle mérite d'être mentionnée de ces maçons opératifs du Moyen-Âge. On n'en connaît pas d'autres. Oui, et puis dans le roman, là, c'est Jehan qui boit le dernier, et il lui dit au maître, il dit « Maître, je suis fier d'être des vôtres, et je mesure toute l'importance de cette cérémonie. J'essaierai d'être à la hauteur de vos espérances. » Donc c'était vraiment c'était décrit page 92. On parle très bien de cette cérémonie qui explique un peu les coutumes des maçons à cette époque-ci. Voilà, pour moi, j'avais relevé ces questions-là. Maintenant, je vous laisse la part pour développer d'autres sujets que vous souhaitez dont vous souhaitez nous parler plus longuement.
d'autres sujets liés, alors donc pas forcément à la tour de beurre, mais il y a une chose intéressante à signaler, c'est que en fait, les maçons, tailleurs de pierre, étaient payés à la tâche. Alors, ils avaient chacun une marque, ce qu'on appelle une marque. C'est-à-dire que quand une pierre avait été taillée, l'ouvrier qui avait donc taillé cette pierre mettait sa marque, incrustait sa marque dans la pierre correspondante. Et comme ça permettait à la fin de la journée en quelque sorte de collationner le travail qui avait été fait par chacun et donc de le payer en fonction du nombre de pierres qu'il avait taillées, visibles avec donc toujours la même marque. Alors ces marques elles ont une importance. C'est pas simplement une petite entaille dans la pierre, mais je peux vous dire que par exemple, alors c'était pas en France, mais en Allemagne, dans la Bauhütte germanique, eh bien, où Strasbourg, par exemple, était la grande loge opérative de toutes les loges de l'Empire germanique, elle gouvernait les loges de Suisse, d'Autriche, d'Allemagne. Eh bien, il y avait en quelque sorte ils avaient répertorié toutes les marques et elles étaient faites selon un certain dessin géométrique. C'est-à-dire que celui qui faisait sa marque, tout au moins dans cet exemple-là et donc en Allemagne, ne la faisait pas n'importe comment, mais conformément en quelque sorte à un critère géométrique qu'on lui avait donné. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de tout un canevas de lignes et de cercles, eh bien, il représentait un canevas géométrique qui était sa marque. Voilà. Et c'est toutes ces marques ont fait l'objet d'un ouvrage qui a été publié il y a déjà très longtemps sur les marques des tailleurs de pierre d'Allemagne. Alors en France, vous allez me dire, ben, en France c'est pareil, mais on a moins de renseignements. Mais effectivement, dans les églises, si on fait attention, et s'il n'y a pas eu de restauration, trop de restauration, eh bien et si les pierres sont de l'époque, eh bien on s'aperçoit qu'il y a des marques. Il y a des marques. Alors, ces marques, c'est assez compliqué. Elles peuvent représenter des tas de choses. Elles peuvent représenter des outils. Elles peuvent représenter l'équerre et le compas et les initiales du tailleur de pierre. Elles peuvent représenter beaucoup de choses. Vous voyez, c'est vraiment une signature. C'était vraiment une signature. En tous les cas, moi, le Grimoire du jour de Saturne, c'est un livre qui me quitte jamais. Et comme je vous disais il n'y a pas longtemps, depuis, je regarde les cathédrales d'un tout autre œil. Et puis, je trouve vraiment que c'est un roman, mais on apprend beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je persiste à dire que c'est un roman érudit. Pour ma part, je trouve que ce roman est très enrichissant et très passionnant parce qu'on lit l'histoire, on suit le chemin de Géant et puis on apprend plein de choses. Ben, je vous remercie de ces compliments. Surtout qu'après, il arrive à Notre-Dame de Paris. Oui, c'est exactement. Oui. Ça sera peut-être l'objet de notre... Ouais. Oui, parce que la cathédrale, Notre-Dame de Paris, c'est vraiment quelque chose de très particulier qui mérite justement une interview prochaine à venir, quoi. Voilà. Bon, ben, je sais pas, vous aviez encore des petites choses, des détails dont on est friand à nous raconter. Oui, alors il y a quelque chose aussi que, oui, vous avez bien fait de le rappeler. J'avais trouvé un règlement de chantier, justement, dans les archives de Rouen, un certain beau repère qui avait été archiviste départemental dans les années 1900, qui était un érudit d'ailleurs. Il avait traduit les registres capitulaires de la cathédrale du latin en français et il avait développé tout un mémoire sur justement les chants de cette époque de construction des cathédrales. Moi, c'est pratiquement en France, il doit y en avoir un ou deux. Les Anglais en ont un petit peu plus. Ces règlements de chantier étaient bien sûr rédigés par les clercs, par les religieux,
il devait en quelque sorte donner les réglementations de ce que devaient faire les maçons, les tailleurs de pierre, les charpentiers, les plombiers, enfin tous les ouvriers qui travaillaient sur le chantier. Alors, d'une manière, pour simplifier au maximum, si vous voulez, il y avait en quelque sorte, depuis le moment où il commençait à travailler le matin et jusqu'au soir où il partait, il y avait donc tout ce qu'il devait faire. Alors, une petite remarque, c'est que les journées de travail étaient très longues au Moyen Âge, beaucoup plus longues qu'aujourd'hui, mais en contrepartie, il y avait énormément de fêtes chômées, fériées et chômées. Toutes les fêtes religieuses étaient des fêtes où l'on ne travaillait pas. Donc, moins de jours de travail, mais des journées de travail beaucoup plus longues. Alors, en hiver, ben, il commençait à travailler au soleil levant et il terminait au soleil couchant. Par contre, en été, comme le soleil se couche beaucoup plus tard, surtout vers le mois de juin, il partait un petit peu avant le coucher du soleil. Alors voilà, donc déjà en ce qui concerne le timing de la journée. Alors, les réglementations, il devait assister à l'office de la messe le matin avant de venir travailler. Ensuite, il partait sur le chantier. Alors, quand ils étaient sur le chantier, ils n'avaient absolument pas le droit de sortir du chantier, sauf pour aller dîner dans la loge. Alors, dîner au Moyen-Âge, ça voulait dire déjeuner, sauf donc où ils avaient à peu près une heure, ils avaient 1h30 quand même, pour déjeuner dans la loge du chantier. Alors, à Rouen, cette loge était importante. Elle pouvait contenir une trentaine de membres qui pouvaient donc travailler, dormir ou déjeuner dans cet atelier. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire encore sur ces réglementations? Il y a des petites anecdotes intéressantes, c'est que par exemple, quand ils étaient un petit peu fatigués, ils avaient le droit de boire sur leurs pierres. Alors, boire sur leurs pierres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils avaient le droit, tous, sans bouger de l'endroit où ils travaillaient, de boire un petit peu un verre de vin, quoi, histoire de se réconforter. Ensuite, alors, donc je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de fêtes fériées et chômées, et c'est dans ce règlement de chantier que j'ai découvert l'histoire du vin muché aux maçons dont on a parlé tout à l'heure. Ah oui, tout à fait, oui. Les religieux en parlent. Les religieux en parlent, et alors, chose curieuse, ils avaient une rémunération, c'est-à-dire que pour défouir le vin muché au moment de Pâques, les religieux donnaient à la loge, à l'ensemble donc du corps de métier, donnaient une certaine somme d'argent. De même, pour enfouir le vin au moment de la vendange, au moment du vin nouveau, ils donnaient également une certaine somme d'argent. Alors, ces règlements de chantier étaient spécifiques à la cathédrale de Rouen, donc ça veut dire que les autres édifices devaient avoir très probablement, eux aussi, des règlements de chantier, mais qui ont été perdus, malheureusement qui ont été perdus. Voilà. Alors, oui, il y a un petit détail aussi qui montre un petit peu l'esprit dans lequel se pratiquaient certaines fêtes. Ils mangeaient le mouton de l'Ascension. Alors, pour l'Ascension, effectivement, il y avait une fête particulière où tous les corps de métier étaient invités à déguster le mouton de l'Ascension. Voyez, donc, en fait, on est véritablement dans un cadre religieux, y compris dans la partie, j'allais dire, alimentaire, aussi bien boire le vin que manger le mouton de l'Ascension. Voilà. Bon, voilà, donc là aujourd'hui je pense qu'on a eu le temps de bien parler encore du grimoire du jour de Saturne, et donc je pense qu'on aura l'occasion d'avoir une interview axée principalement sur la cathédrale de Notre-Dame de Paris, qui est un vaste sujet. Et donc moi, ce que je veux simplement vous remercier encore pour cet entretien qui était fort enrichissant et très passionnant. Et j'invite tout le monde à lire ce roman, qui est un roman, mais dans lequel on apprend aussi beaucoup de choses sur les cathédrales. Eh ben, je vous remercie. Merci beaucoup. Et je vous remercie. Et puis à bientôt.
À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.